Bonsoir. Dites-moi, depuis quelle ville écoutez-vous cette histoire? Savez-vous quelle est la température chez vous ce soir? À Lyon, en 1972, il faisait froid, très froid. Et dans ce silence glacé, un homme préparait l'impensable. Le printemps arrivait tard à Lyon. Les pierres centenaires de la Croix-Rousse gardaient encore le froid de l'hiver, et le brouillard du matin tardait à se dissiper sur les ruelles étroites du quartier ouvrier. C'était un endroit où tout le monde connaissait tout le monde, où les fenêtres s'ouvraient pour des conversations entre voisins, où les enfants jouaient dans les mêmes rues que leurs grands-parents avaient connues. Mais en mars 1972, quelque chose a changé. Madame Beaumont fut la première à le sentir. À 67 ans, veuve d'un cheminot, elle avait l'habitude d'ouvrir les fenêtres tous les matins, quel que soit le froid. Elle disait que l'air frais était un remède pour l'âme. Mais ce mardi matin, quand elle tira les rideaux de dentelle et déverrouilla la fenêtre en bois, une odeur la saisit. Douceâtre, lourde, comme de la viande laissée au soleil, mais différente, plus dense, plus présente, presque vivante. Elle ferma la fenêtre rapidement et en parla à sa voisine du dessous, Madame Garnier, quand elles se croisèrent dans l'escalier. « Ça doit être une canalisation bouchée », dit Garnier en haussant les épaules. « Ou un chat mort dans la cave. Tu sais ce que c'est. » Mais ce n'était pas ça, parce que l'odeur ne venait pas d'en bas, elle venait de la rue. Plus précisément, elle semblait flotter depuis le cœur du quartier, là où se trouvait le petit commerce qui avait ouvert 6 mois auparavant. La boucherie moderne. Le propriétaire s'appelait Marcel Fournier, un homme de taille moyenne, début de la quarantaine, avec des mains épaisses et un tablier toujours impeccablement blanc. Il était arrivé d'Auvergne, disait-il, avec l'intention de recommencer une nouvelle vie après la mort de sa femme. Les gens du quartier l'avaient accueilli avec la méfiance typique des Lyonnais envers les étrangers, mais Marcel avait su gagner leur confiance. Il souriait toujours. Il offrait des conseils sur la cuisson, il donnait des os pour les chiens, il glissait un peu de saucisson supplémentaire aux familles nombreuses. Et sa viande était extraordinaire, tendre comme du beurre, savoureuse, à un prix imbattable. Les clients faisaient maintenant la queue devant sa boutique le samedi matin, alors que l'ancienne boucherie Grandjean, à 3 rues de là, voyait sa clientèle fondre semaine après semaine. « Comment faites-vous, monsieur Fournier ?» demandait Madame Pelletier, une institutrice à la retraite qui achetait toujours un rôti le vendredi. Marcel souriait, essuyant ses mains sur son tablier. « Un bon boucher ne révèle jamais ses secrets, madame. Mais je peux vous dire que je choisis mes fournisseurs avec beaucoup de soin. » Il appuyait toujours sur ce mot, « fournisseur », comme si c'était une blague privée. Personne ne comprenait, personne ne voulait comprendre. L'odeur persistait. Certains jours, elle était à peine perceptible, un murmure nauséabond dans l'air printanier. D'autres jours, elle devenait suffocante, surtout en fin d'après-midi quand le soleil chauffait les pavés. « C'est insupportable !» se plaignait M. Thibault, le cordonnier, en allumant sa 3e cigarette de l'heure pour masquer la puanteur. On dirait qu'un égout a explosé. Mais les égouts avaient été inspectés. 2 fois. La mairie avait envoyé une équipe après une pétition signée par 23 habitants. Ils n'avaient rien trouvé d'anormal. Peut-être que c'est la tannerie sur les quais, suggéra quelqu'un, ou l'usine de colle près du Rhône, ou simplement le temps. Vous savez, avec cette humidité, les excuses se multipliaient. Parce qu'accepter qu'on ne savait pas d'où venait l'odeur était plus inquiétant que de trouver une explication rationnelle, même douteuse. Pendant ce temps, les disparitions commencèrent. Sophie Marchand, 22 ans, couturière chez un atelier de soierie sur les pentes de la Croix-Rousse. Cheveux bruns, yeux noisettes, un sourire timide. Elle vivait seule dans une chambre de bonne au 6e étage d'un immeuble de la rue Burdeau. Le 15 mars 1972, elle ne se présenta pas au travail. Sa patronne, Madame Chevalier, fronça les sourcils. Sophie n'avait jamais manqué un jour. Jamais. C'était une fille sérieuse, ponctuelle, qui économisait chaque centime pour pouvoir un jour ouvrir sa propre boutique. Elle est peut-être malade, dit une collègue. Mais Sophie n'avait pas de téléphone. Personne n'en avait dans les chambres de bonne. Alors Madame Chevalier attendit. 1 jour, 2 jours, 3 jours.
Le 4e jour, elle se rendit à la police. Au commissariat du 4e arrondissement, l'inspecteur Moreau, un homme fatigué avec des poches sous les yeux et une odeur de café froid, prit sa déposition sans grand intérêt. Nom, Sophie Marchand. Âge, 22 ans. Profession, couturière, famille, orpheline, pas de famille connue à Lyon. Moreau leva les yeux de son calepin. Des problèmes récents? Un petit ami? Des dettes? Non, rien, c'est une fille tranquille, discrète. L'inspecteur soupira. Il avait vu ce scénario des dizaines de fois. Une jeune femme seule dans la grande ville. Pas de famille, pas d'attache. Écoutez, Madame Chevalier, c'est ça? Ces jeunes filles, elles partent souvent sans prévenir. Un amoureux à Paris, une nouvelle opportunité ou simplement l'envie de changer d'air. Elle reviendra probablement dans quelques semaines, mais ses affaires sont toutes dans sa chambre. Son manteau, ses économies, tout. Alors peut-être qu'elle a eu une urgence. Ou qu'elle reviendra les chercher. Je vais ouvrir un dossier, mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire pour le moment. Dossier archivé. 3 lignes dans un registre poussiéreux. Sophie Marchand devint une statistique. Personne ne savait encore qu'elle était devenue bien plus que ça. Les rumeurs se propagent vite dans un quartier comme la Croix-Rousse. Elles glissent de balcon en balcon, se murmurent dans les files d'attente chez le boulanger, s'échangent pendant les pauses cigarettes devant les usines. Vous avez entendu? La petite Marchand a disparu. La couturière? Celle qui habitait rue Burdeau? Oui, elle. Volatilisée, comme ça. Les doigts claquaient pour souligner le mystère. Elle a dû partir avec un homme. Ou elle en avait marre de Lyon. Vous savez comment sont les jeunes aujourd'hui. Ma belle-sœur dit qu'elle l'a vue la veille près de la place Croix-Paquet. Elle avait l'air normale jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Mais personne ne se souvenait plus qui exactement, fit une remarque qui resta dans les mémoires. C'est quand même bizarre que ça arrive maintenant, avec cette odeur dans le quartier. Vous ne trouvez pas? Un silence inconfortable suivit. Parce que oui, c'était bizarre. Mais faire le lien entre une disparition et une odeur d'égout semblait ridicule, superstitieux, le genre de choses que diraient des paysans du Moyen-Âge, pas des gens modernes de 1972. Alors, ils haussèrent les épaules et changèrent de sujet. Mais l'idée avait été plantée. Un grain de doute, minuscule, presque imperceptible, qui allait bientôt devenir une forêt de terreur. Ce que personne ne savait, c'est que Sophie Marchand n'était pas partie. Elle était toujours dans le quartier. Dans la cave de la boucherie moderne, en morceaux, emballés, étiquetés. Et le lendemain matin, Marcel Fournier ouvrait sa boutique avec le sourire, comme toujours, et vendait ses côtelettes spéciales à prix réduit. Marcel Fournier se réveillait chaque matin à 4h30. C'était l'heure des bouchers, disait-il, l'heure où la ville dort encore, où les rues sont vides, où on peut travailler en paix. Il descendait dans sa cave par l'escalier étroit derrière le comptoir. Les marches en pierre étaient usées par le temps, glissantes d'humidité. En bas, une porte en métal renforcée, une serrure à double verrou. À l'intérieur, son atelier. Des crochets en acier pendaient du plafond. Une table en inox occupait le centre de la pièce. Des couteaux de toute taille, parfaitement aiguisés, alignés sur le mur comme des instruments chirurgicaux. Un grand congélateur industriel ronronnait dans le coin, émettant une lumière blanche et froide, et l'odeur. Ici, en bas, l'odeur était pure, concentrée. Un mélange de viande crue, de sang séché, de désinfectant industriel et de quelque chose d'autre. Quelque chose d'indéfinissable que Marcel avait appris à aimer. L'odeur du travail bien fait. Il enfilait son grand tablier en caoutchouc, celui qu'il ne portait jamais en haut, dans la boutique, celui qui était taché de rouge-brun malgré les lavages répétés. Il allumait la radio, France Inter, les informations du matin, et commençait sa journée. Sophie Marchand avait fourni suffisamment de viande pour 2 semaines, peut-être 3 s'il était économe. Les morceaux nobles, les cuisses, le dos, étaient déjà emballés et étiquetés dans le congélateur. Bœuf de première qualité, disaient les étiquettes manuscrites, veau tendre, porc fermier. Les abats, il les jetait, trop risqués, trop reconnaissables.
Le Rhône avalait tout sans poser de questions, mais il fallait déjà penser à la suite. Il fallait un nouveau fournisseur. Marcel avait développé une méthode, une science presque. Il cherchait des proies spécifiques, solitaires, sans attache, invisibles. Les grandes villes comme Lyon regorgeaient de ces fantômes vivants, des gens qui passaient entre les mailles du filet social. Pas de famille proche, pas d'amis intimes, des emplois précaires ou pas d'emploi du tout. Le genre de personnes qui pouvaient disparaître pendant des semaines avant que quelqu'un, un propriétaire inquiet du loyer, un patron agacé, ne finisse par se poser des questions. Et même alors, la police ne faisait rien. Ils sont partis. Ils reviendront peut-être au suivant. Marcel les repérait pendant ses promenades. Il aimait marcher dans Lyon le soir, après la fermeture de la boutique. Il observait, il écoutait, il apprenait. La Croix-Rousse était parfaite pour ça. Un dédale de ruelles sombres, d'escaliers interminables, de passages secrets entre les immeubles, des endroits où personne ne regardait, où un cri se perdait dans l'écho des pierres anciennes. Sa deuxième cible fut Alain Roussel. 34 ans, ouvrier d'usine, divorcé, alcoolique fonctionnel. Il vivait dans un studio miteux rue des Tables Claudiennes, entre une brasserie bruyante et un atelier de menuiserie. Chaque soir, il s'arrêtait au café du commerce pour 3, parfois 4, parfois 5 verres de rouge bon marché. Ensuite, il titubait jusqu'à son studio et s'effondrait sur son lit sans même enlever ses chaussures. Marcel l'avait observé pendant 2 semaines. Routine parfaite, solitude parfaite, proie parfaite. Le 23 avril 1972, un jeudi soir pluvieux, Marcel attendit dans l'ombre de la rue des Tables Claudiennes. Il portait un long manteau sombre et une casquette enfoncée sur le front. Ses mains gantées serraient un morceau de tuyau en plomb, lourd et froid. Alain apparut à 22h45 comme prévu. Il chantonnait une chanson paillarde, trébuchant sur les pavés mouillés. La pluie battante couvrait tous les bruits. Marcel attendit qu'il passe devant l'entrée sombre d'un immeuble abandonné. Puis il frappa. Un seul coup. Net, précis, derrière la tête. Alain s'effondra sans un bruit, avalé par l'obscurité. Marcel traîna le corps inconscient jusqu'à sa camionnette garée 2 rues plus loin. Boucherie moderne, viande de qualité, disait l'enseigne sur le côté. Personne ne fit attention. Une camionnette de boucher dans un quartier ouvrier à 23 heures, c'était normal, banal, invisible. 30 minutes plus tard, Alain Roussel descendait l'escalier de la cave de la boucherie moderne. Pas à pied, pas conscient, en morceaux. Marcel avait perfectionné son processus. Il ne tuait plus par plaisir, si tant est qu'il l'ait jamais fait. C'était devenu un travail, mécanique, efficace, l'assommage, rapide, silencieux, loin des regards, le transport, la camionnette, toujours tard le soir, toujours par les ruelles les moins fréquentées, la transformation, dans la cave, avec la même précision qu'il aurait mise à dépecer un bœuf, parce qu'au fond, se disait-il, quelle était la différence? De la viande, c'est de la viande. L'emballage, papier blanc, étiquette manuscrite. Dans le congélateur à côté du vrai porc, du vrai bœuf, du vrai veau qu'il achetait aussi pour ne pas éveiller les soupçons, pour maintenir les apparences. La vente, avec le sourire, toujours avec le sourire. « Bonjour Madame Pelletier, comment allez-vous aujourd'hui ?»« Très bien Monsieur Fournier. Qu'est-ce que vous me conseillez pour dimanche ? J'ai reçu un magnifique rôti ce matin. Très tendre, fondant, vous allez adorer. » Oh, merveilleux, j'en prends 2 kilos. Transaction parfaite. Et pendant que Madame Pelletier rentrait chez elle avec son paquet soigneusement enveloppé, heureuse d'avoir trouvé une si belle pièce à si bon prix, Marcel comptait ses billets et pensait déjà à sa prochaine chasse. Mai 1972, 3 disparitions maintenant. Sophie Marchand, Alain Roussel. Et puis Éric Fontaine, un vendeur de journaux de 28 ans, qui vivait seul dans une mansarde et dont personne ne remarqua l'absence pendant 10 jours. 10 jours. Ça en disait long sur la solitude urbaine, pensait l'inspecteur Moreau en feuilletant les 3 maigres dossiers sur son bureau. 3 personnes volatilisées en 2 mois, pas de corps, pas de témoins, pas de mobile apparent. Techniquement, ce n'était même pas des crimes, pas encore,
juste des disparitions. Et les gens disparaissaient tout le temps, mais 3 en 2 mois dans le même quartier. Moreau alluma une cigarette et regarda par la fenêtre du commissariat. La Croix-Rousse s'étendait devant lui, ses toits de tuiles rouges brillant sous le soleil de mai. Un beau quartier, tranquille, familial. Alors pourquoi avait-il ce nœud dans l'estomac? Il convoqua 2 agents pour une réunion. « Je veux que vous fassiez du porte-à-porte dans la Croix-Rousse, discrètement. Posez des questions. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose d'inhabituel? Des voitures étranges, des personnes suspectes? Vous pensez qu'il y a un lien entre les 3, inspecteur ?» Moreau tira sur sa cigarette. « Je ne sais pas, mais mon instinct me dit que oui. Et mon instinct se trompe rarement. Il avait raison, mais il était déjà trop tard pour Sophie, Alain et Éric. Beaucoup trop tard. Pendant ce temps, dans les appartements du quartier, les familles s'installaient pour dîner. Chez la famille Pelletier, rue Burdeau, maman ce rôti est délicieux, n'est-ce pas? C'est Monsieur Fournier qui me l'a recommandé. Je ne sais pas où il trouve sa viande, mais elle est exceptionnelle. On dirait qu'elle fond dans la bouche. Reprends-en, mon chéri. Il y en a plein. Chez la famille Thibault, montée de la Grande Côte. Papa, tu peux me passer les côtelettes? Tiens, fiston. Mange bien, tu grandis. Elles sont bizarres, ces côtelettes. Elles n'ont pas le même goût que d'habitude. Bizarres comment? Je sais pas. Plus douces, plus tendres? C'est parce qu'elles sont de meilleure qualité. Le nouveau boucher sait ce qu'il fait. Chez la famille Garnier, rue des Tables Claudiennes, ce saucisson est à tomber par terre. C'est vrai, il a un goût unique. Je vais en racheter demain. Les enfants adorent. Mastication, déglutition, satisfaction. Dans tout le quartier, les familles mangeaient. Et Marcel Fournier souriait. Mais Marcel avait fait une erreur, une petite erreur. Le genre d'erreur qui semble insignifiant sur le moment, mais qui va tout faire basculer, parce qu'il y avait quelqu'un qui observait, quelqu'un qui avait vu, et cette personne allait bientôt comprendre l'horrible vérité. Thomas Beaumont, 9 ans, fils de Madame Beaumont, la veuve qui avait été la première à sentir l'odeur étrange, un garçon curieux, intelligent, avec ses yeux vifs qui ne rataient jamais rien. Il aimait jouer au détective. Il avait lu tous les Arsène Lupin, tous les Sherlock Holmes que la bibliothèque municipale possédait. Il imaginait des mystères partout, le chat du voisin qui disparaissait la nuit, sûrement un espion international, le facteur qui livrait toujours à la même heure, certainement un message codé, la dame du 3e qui recevait beaucoup de visites, probablement une contrebandière. Mais cette fois, ce n'était pas de l'imagination. Thomas avait remarqué des choses. Des petites choses, des détails que les adultes ignoraient parce qu'ils étaient trop occupés avec leur vie, leurs factures, leurs soucis. Il avait remarqué que M. Fournier sortait toujours sa camionnette le soir, tard, après la fermeture, quand les rues étaient vides. Il avait remarqué que la camionnette revenait toujours plus lourde qu'elle n'était partie. On le voyait à la façon dont elle s'enfonçait sur ses suspensions. Il avait remarqué que les sacs qu'on jetait derrière la boucherie sentaient bizarre. Pas comme les déchets normaux d'une boucherie. Quelque chose de plus fort, de plus humain. Et il avait remarqué que les personnes qui disparaissaient habitaient toutes près de la boucherie. Le 15 mai 1972, un samedi soir, Thomas avait supplié sa mère de le laisser veiller tard. « C'est le week-end, maman, s'il te plaît. » Madame Beaumont avait cédé avec un soupir. Bon, mais au lit à 22 heures. Pas une minute de plus. 22 heures. Thomas feignit d'aller dans sa chambre. Il éteignit la lumière, attendit que sa mère s'endorme. Elle ronflait légèrement, un son rassurant qui emplissait l'appartement. Puis, silencieux comme un chat, il se glissa jusqu'à la fenêtre de la cuisine qui donnait sur la rue. Il s'installa sur une chaise, enroulé dans une couverture, et observa. 22h30, la rue était vide. Quelques fenêtres éclairées ici et là. Un chat traversa la chaussée. 23h. Un couple rentra d'un dîner, riant et se bousculant. 23h30, toutes les lumières s'éteignirent. Le quartier dormait. 23h45. La porte de la boucherie moderne s'ouvrit. Thomas se redressa, le cœur battant. Marcel Fournier sortit. Mais ce n'était pas le Marcel Fournier du jour.
pas le boucher souriant avec son tablier blanc et ses conseils de cuisson. C'était un homme différent, vêtu de noir, une casquette enfoncée sur le front, des gants en cuir. Il monta dans sa camionnette et démarra. Sans allumer les phares tout de suite, seulement une fois qu'il eut tourné au coin de la rue, où allait-il? Thomas attendit. 1 heure, 2 heures. À 1h30 du matin, la camionnette revint, et cette fois, Thomas vit. Marcel gara la camionnette juste devant la boucherie. Il descendit, regarda autour de lui. Thomas se figea, retenant son souffle, puis ouvrit les portes arrière. Il y avait quelque chose dedans. Un grand sac, lourd. Marcel le tira avec effort, le hissant sur son épaule. Le sac bougea, un mouvement faible, comme un spasme. Thomas sentit son sang se glacer. Il y avait quelqu'un dedans, quelqu'un de vivant. Marcel transporta le sac à l'intérieur de la boucherie, referma la porte. La lumière de la cave s'alluma. On la voyait filtrer par le soupirail donnant sur la rue. Thomas resta paralysé. Son esprit d'enfant essayait de comprendre ce qu'il venait de voir, essayait de trouver une explication rationnelle. Peut-être que c'était... Non. Il n'y avait pas d'explication rationnelle. Il avait vu un homme enlever quelqu'un et le ramener dans sa boucherie au milieu de la nuit. Il fallait le dire à quelqu'un. Le lendemain matin, dimanche, Thomas était épuisé. Il n'avait pratiquement pas dormi. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le sac qui bougeait. Il entendait le bruit sourd qu'il avait fait quand Marcel l'avait posé par terre. Qu'est-ce qui était dans ce sac? Il devait le dire à sa mère, à la police, à quelqu'un. Mais et si personne ne le croyait? Il n'avait que 9 ans. Les adultes ne prenaient jamais les enfants au sérieux. Tu as trop d'imagination, Thomas. Tu as fait un cauchemar. Arrête d'inventer des histoires. Et s'il se trompait? Si c'était vraiment son imagination? Si Marcel Fournier était juste un boucher normal qui transportait quoi? De la viande? À 1h du matin? Dans un sac qui bougeait? Non, il ne s'était pas trompé. Thomas prit une décision. Une décision terrible pour un enfant de 9 ans. Il allait enquêter lui-même. Les jours suivants, Thomas devint l'ombre de Marcel Fournier. Il traînait près de la boucherie après l'école, feignant de jouer aux billes avec des amis imaginaires. Il observait les clients qui entraient et sortaient. Il écoutait les conversations. « Bonjour, monsieur Fournier, je voudrais 1 kilo de votre veau, s'il vous plaît. »« Bien sûr, madame. J'ai justement reçu une belle pièce ce matin. Très tendre. »« Reçu d'où » Thomas savait que les camions de livraison arrivaient normalement le matin. Il les avait vus chez les autres commerçants. Le boulanger recevait sa farine à 6 heures, l'épicier ses légumes à 7 heures. Mais aucun camion ne s'arrêtait jamais devant la boucherie moderne. Alors d'où venait la viande? Thomas commença à noter, dans un petit carnet qu'il gardait dans sa poche. Il écrivait tout. Lundi 22 mai. Fournier sort à 23h30. Retour à 1h15. Camionnette pleine. Mardi 23 mai. Pas de sortie nocturne. Beaucoup de clients pendant la journée. Mercredi 24 mai. Sortie à minuit. Retour à 2h. Sac dans la camionnette. Jeudi 25 mai. Fournier jette des sacs près des poubelles. Odeur très forte. Mouches partout. Les sacs. C'était ça la clé. Les sacs que Marcel jetait derrière la boucherie près des containers d'ordures. Il sentait tellement mauvais que même les chiens errants ne s'en approchaient pas. Thomas prit une autre décision terrible. Il allait regarder dans les sacs. Mercredi 31 mai, 22h30. Thomas attendit que sa mère s'endorme. Il s'habilla en noir, comme Marcel, comme un vrai détective. Il glissa une lampe torche dans sa poche et descendit silencieusement l'escalier de l'immeuble. La rue était déserte, ses pas résonnaient sur les pavés. Chaque bruit le faisait sursauter. Son cœur battait si fort qu'il était sûr que tout le quartier pouvait l'entendre. Il se glissa dans l'allée qui menait derrière la boucherie. L'obscurité était totale ici. Pas de lampadaire, juste la lumière pâle de la lune qui filtrait entre les immeubles. L'odeur était insupportable. Thomas dut plaquer sa main sur sa bouche pour ne pas vomir. Les sacs étaient là, 3 grands sacs noirs, entassés contre le mur. Il s'approcha du premier. Ses mains tremblaient. Il alluma sa lampe torche et l'orienta vers le sac. Le plastique était translucide à certains endroits. Thomas vit d'abord quelque chose de blanc. Des os longs et fins, trop longs pour être du porc.
trop fin pour être du bœuf. Il dirigea la lumière plus haut, et là, il le vit. Un doigt humain, avec un ongle encore verni d'un rouge écaillé. Thomas lâcha la lampe torche. Elle roula sur les pavés, projetant des ombres folles sur les murs. Il recula, trébucha, tomba. Il fallait partir. Il fallait courir. Il fallait crier. Mais aucun son ne sortait de sa gorge. Il était paralysé par la terreur. Puis il entendit quelque chose, un bruit métallique, une porte qui s'ouvrait. La porte de la cave. Marcel Fournier venait de sortir. Et il avait entendu le bruit. Thomas se releva d'un bond et courut. Il courut comme il n'avait jamais couru de sa vie. Ses poumons brûlaient, ses jambes tremblaient. Il entendait des pas derrière lui, lourds, rapides. Marcel le poursuivait. « Gamin, arrête-toi, je sais que c'est toi. Arrête-toi maintenant. » Thomas tourna au coin de la rue, puis encore. Il connaissait le quartier par cœur, chaque ruelle, chaque escalier, chaque recoin. Il se faufila dans un passage étroit entre deux immeubles, trop étroit pour un adulte. Il entendit Marcel jurer, essayer de forcer le passage, puis abandonner. Les pas s'éloignèrent. Thomas resta là, recroquevillé dans le noir, tremblant, pleurant en silence. Il avait vu, il savait. Marcel Fournier était un monstre. Et maintenant, le monstre savait qu'il savait. Thomas attendit 1 heure dans sa cachette avant de se risquer à sortir. Il rentra chez lui par les toits, escaladant les gouttières et les balcons comme il avait vu faire dans les films. Quand il se glissa enfin dans son lit, le soleil commençait à se lever sur Lyon. Et Thomas Beaumont, 9 ans, savait que sa vie ne serait plus jamais la même, parce qu'il avait découvert le secret de la boucherie moderne. Et ce secret allait le hanter jusqu'à la fin de ses jours. Mais pour l'instant, il devait survivre, et pour survivre, il devait parler. Le lendemain matin, Thomas se réveilla avec une décision ferme dans l'esprit. Il n'irait pas à l'école, il irait directement au commissariat. Mais quand il descendit pour le petit déjeuner, sa mère l'attendait avec un visage inquiet. « Thomas, Monsieur Fournier est passé ce matin. Il dit que tu traînais près de sa boucherie hier soir. Que tu fouillais dans ses poubelles, c'est vrai ?» Le sang de Thomas se glaça. Marcel était déjà passé, pour vérifier, pour menacer, pour s'assurer que l'enfant ne parlerait pas. Thomas sentit le regard de sa mère peser sur lui. Il voulait tout lui dire, tout. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge, parce qu'il savait. Si Marcel découvrait qu'il avait parlé, sa mère serait la prochaine à disparaître, la prochaine à finir dans un sac noir derrière la boucherie. La prochaine à être vendue en morceaux aux voisins. Je cherchais mon ballon, maman. Il était tombé près des poubelles. C'est tout. Madame Beaumont soupira, soulagée. Bon, mais ne recommence pas. Monsieur Fournier a été très gentil de ne pas se fâcher. Il t'a même donné ça. Elle tendit un petit paquet enveloppé dans du papier blanc. Du saucisson. Pour toi. Thomas regarda le paquet comme si c'était un serpent venimeux. Il savait exactement ce que c'était. Ce que ça contenait vraiment. Marcel Fournier lui envoyait un message très clair. « Je sais qui tu es, je sais où tu habites, je peux t'atteindre quand je veux. » Thomas prit le paquet d'une main tremblante. « Merci maman, je vais être en retard pour l'école. » Il jeta le saucisson dans la première poubelle qu'il croisa dans la rue. Puis il marcha, pas vers l'école, vers le commissariat. Il avait peur, terriblement peur. Mais il n'avait pas le choix. Si personne n'arrêtait Marcel Fournier, d'autres personnes allaient disparaître. D'autres familles allaient manger leurs voisins sans le savoir. D'autres enfants allaient devenir orphelins. Au commissariat du 4e arrondissement, une secrétaire le regarda avec surprise. « Tu es perdu, petit ?»« Non, madame. Je dois parler à un policier. C'est urgent. C'est à propos des disparitions. » La secrétaire fronça les sourcils. Quelle disparition? Les gens qui ont disparu dans la Croix-Rousse. Sophie Marchand, Alain Roussel, Éric Fontaine, je sais où ils sont. La secrétaire hésita. Elle allait peut-être le renvoyer chez lui dire que c'était des histoires d'enfants quand l'inspecteur Moreau sortit de son bureau. Il avait entendu. « Fais-le entrer. » La secrétaire obéit. Thomas se retrouva dans un petit bureau encombré de dossiers et de tasses de café vides. L'inspecteur Moreau s'assit en face de lui et alluma une cigarette.
Alors, mon garçon, tu t'appelles comment? Thomas Beaumont. J'habite rue Burdeau. Et tu dis que tu sais quelque chose sur les disparitions? Thomas hocha la tête. Il prit une grande inspiration et commença à raconter. Tout, les sorties nocturnes de Marcel Fournier, la camionnette qui revenait lourde, le sac qui bougeait, les os dans les poubelles, le doigt avec le vernis rouge. Moreau écoutait, son visage de plus en plus grave. Il ne souriait pas. Il ne disait pas que c'était des bêtises. Il prenait des notes, beaucoup de notes. Quand Thomas eut terminé, Moreau écrasa sa cigarette et se pencha vers lui. « Thomas, ce que tu me dis là, c'est très grave. Très grave. Si c'est vrai, Marcel Fournier est un meurtrier. Peut-être le pire que Lyon ait jamais connu. Mais si ce n'est pas vrai, si tu as imaginé tout ça, tu vas ruiner la vie d'un homme innocent. Alors je vais te poser une question, et je veux que tu réfléchisses bien avant de répondre. Es-tu absolument certain de ce que tu as vu ?» Thomas le regarda droit dans les yeux. Il pensa à Sophie Marchand qui voulait ouvrir sa propre boutique, à Alain Roussel qui rentrait du café en chantant, à Éric Fontaine qui vendait ses journaux tous les matins, à toutes ces personnes que personne ne chercherait jamais parce qu'elles étaient seules, parce qu'elles étaient invisibles. Oui, monsieur l'inspecteur, j'en suis certain, j'ai vu un doigt humain dans les poubelles de la boucherie. Et j'ai vu monsieur Fournier ramener quelqu'un dans un sac, quelqu'un de vivant. Moreau se leva. « Reste ici, ne bouge pas. » Il sortit du bureau et Thomas l'entendit donner des ordres dans le couloir. « Réunissez l'équipe. Maintenant, on a besoin d'un mandat de perquisition pour la boucherie moderne, rue Burdeau, et appelez le médecin légiste. On va peut-être avoir besoin de lui. » Le 1er juin 1972, à 14 heures précises, 3 voitures de police se garèrent devant la boucherie moderne. L'inspecteur Moreau sortit le premier, suivi de 6 agents en uniforme et du médecin légiste, docteur Leblanc, un homme maigre, au visage austère, qui avait vu plus de morts que la plupart des gens n'en verraient jamais. Dans la rue, les passants s'arrêtèrent, les fenêtres s'ouvrirent, les murmures commencèrent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la police est là? C'est chez le boucher? Qu'est-ce qu'il a fait? Marcel Fournier était en train de servir une cliente quand la porte s'ouvrit violemment. Il leva les yeux, son éternel sourire se figeant sur ses lèvres. « Inspecteur Moreau, quelle surprise! Que me vaut l'honneur de votre visite ?» Moreau brandit le mandat de perquisition. « Marcel Fournier, nous avons un mandat pour fouiller votre établissement et votre domicile. Vous avez le droit de rester présent pendant la perquisition ou de vous retirer. Qu'est-ce que vous choisissez ?» Marcel ne bougea pas. Son visage était devenu blanc, pas blanc de peur, non. Blanc de rage contenue. Un mandat? Pourquoi? Sur quelle base? Sur la base d'un témoignage crédible concernant les disparitions récentes dans le quartier. Maintenant, vous vous écartez, ou je vous fais arrêter pour entrave à la justice. Marcel recula lentement. Ses mains serraient le comptoir si fort que ses jointures étaient devenues blanches. « Allez-y, fouillez, vous ne trouverez rien. Je suis un boucher honnête, un commerçant respectable. Vous allez le voir très vite et vous allez regretter cette intrusion. » Moreau ne répondit pas. Il fit signe à ses hommes. « Commencez par le haut, la boutique, les réserves, l'appartement. Et soyez minutieux. » Pendant 1 heure, les policiers fouillèrent méthodiquement. Ils ouvrirent chaque tiroir, chaque placard, chaque boîte. Ils inspectèrent la chambre froide derrière la boutique. Ils trouvèrent de la viande, beaucoup de viande, mais rien d'anormal. Du bœuf, du porc, du veau, de l'agneau, tout correctement étiqueté, tout apparemment normal. Marcel restait debout près du comptoir, les bras croisés, son sourire revenant lentement. « Alors, inspecteur, vous avez trouvé quelque chose? Ou puis-je retourner à mon travail ?» Moreau ne répondit pas. Il regardait la boutique. Quelque chose clochait, quelque chose qu'il n'arrivait pas à identifier. Puis il le vit. Une petite tache sur le sol, près du comptoir. Une tache brune, presque invisible sur le bois sombre. Il s'agenouilla et passa son doigt dessus. Du sang. Vieux, mais du sang quand même. Docteur Leblanc, venez voir ça. Le médecin légiste s'approcha, examina la tache. C'est du sang, oui, mais inspecteur, c'est une boucherie. Il y a du sang partout. Ça ne prouve rien. Moreau se releva. Non, mais ça justifie qu'on continue.
Il se tourna vers Marcel. « Où est l'accès à la cave ?» Marcel hésita. Une seconde seulement. Mais Moreau le vit. « La cave ? Il n'y a rien dans la cave. Juste de vieux meubles et des cartons. Je vous ai demandé où était l'accès. » Marcel pointa du doigt une porte derrière le comptoir. « Là. Mais je vous préviens, c'est dangereux. Les marches sont glissantes. Si l'un de vos hommes se blesse, je ne serai pas responsable. » Moreau ouvrit la porte. Une odeur monta immédiatement. Une odeur qu'il reconnut instantanément. L'odeur de la mort. Pas fraîche, pas putride, mais présente, persistante, incontestable. Il se retourna vers Marcel. Ses yeux s'étaient durcis. « Monsieur Fournier, je vous place en garde à vue. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. »« Non, non, vous n'avez pas le droit. Je n'ai rien fait. Emmenez-le !» Deux agents saisirent Marcel par les bras. Il se débattit, criant, jurant. « Vous faites une erreur, une terrible erreur. Je suis innocent. Vous allez le regretter. Je vais vous poursuivre en justice. Vous m'entendez? Je vais vous détruire. » Mais Moreau ne l'écoutait plus. Il descendait déjà l'escalier vers la cave, suivi du docteur Leblanc et de 3 autres agents. Les marches étaient effectivement glissantes, humides, froides. La lumière était faible, juste une ampoule nue qui pendait du plafond. Moreau alluma sa lampe torche. Et ce qu'il vit le fit s'arrêter net. La cave était immense, bien plus grande que la boutique au-dessus. Les murs étaient tapissés de carrelage blanc comme dans un laboratoire ou un abattoir. Des crochets en acier pendaient du plafond. Certains étaient vides, d'autres portaient encore des traces de sang séché, des morceaux de chair. Une table en inox occupait le centre. Dessus, des outils, des couteaux de boucher, des scies, des hachoirs, tous méticuleusement rangés, tous parfaitement aiguisés. Contre le mur du fond, un énorme congélateur industriel ronronnait doucement. Moreau s'en approcha lentement. Sa main tremblait légèrement quand il saisit la poignée. Il regarda Leblanc. Le médecin hocha la tête, prêt. Moreau ouvrit le congélateur, et l'enfer se révéla. Des dizaines de paquets, tous soigneusement emballés dans du papier blanc, tous étiquetés. Bœuf, veau, porc, agneau. Moreau en prit un au hasard, le déballa avec précaution. Ce n'était pas du bœuf, c'était une jambe humaine, coupée au niveau de la cuisse. La peau était bleu-grise, gelée, mais reconnaissable, indéniablement humaine. Leblanc prit un autre paquet, une épaule, un autre, un torse coupé en 2, un autre, des côtes, des bras, des mains. « Mon Dieu !» murmura un des agents avant de se précipiter vers l'escalier pour vomir. Moreau continuait d'ouvrir les paquets, méthodique, professionnel, mais son visage était devenu cendreux. Combien, docteur? Combien de corps? Leblanc examinait les morceaux, les comptant, les cataloguant mentalement. Au moins 7, peut-être plus. Il va falloir tout examiner en détail, mais je dirais entre 7 et 10 personnes différentes. 10 personnes, 10 vies. Transformé en viande, vendu, consommé. Moreau sentit la bile monter dans sa gorge. Il avait vu des choses horribles dans sa carrière, des meurtres, des viols, des enfants battus. Mais ça dépassait tout. C'était au-delà de l'horreur, c'était au-delà de l'humanité. Il remonta à l'étage. Marcel Fournier était menotté à une chaise, 2 agents le surveillant. Quand il vit le visage de Moreau, son sourire disparut définitivement. « Vous êtes un monstre », dit Moreau d'une voix blanche. Un monstre absolu. Marcel ne répondit pas. Il regardait le sol, ses mains serrées en poing. Moreau se pencha vers lui. « Combien de personnes avez-vous tué ?» Silence. « Combien de personnes avez-vous découpées et vendues comme de la viande ?» Silence. Combien de familles ont mangé leurs voisins sans le savoir à cause de vous? Marcel leva lentement la tête. Et pour la première fois, Moreau vit quelque chose dans ses yeux. Pas du remords, pas de la peur. Quelque chose de pire, de la fierté. Ils ont tous dit que ma viande était la meilleure qu'ils aient jamais goûtée. Tous, sans exception. J'étais le meilleur boucher de Lyon. Le meilleur. Et vous savez pourquoi? Parce que je ne gaspillais rien, pas un gramme. Tout était utilisé, tout avait de la valeur. Moreau recula, écœuré. « Vous êtes malade, malade et fou !»
Marcel rit, un rire sec, sans joie. Malade? Fou? Non, inspecteur, juste pratique. Vous savez combien de personnes disparaissent chaque année dans les grandes villes? Des milliers de personnes dont personne ne se soucie, que personne ne cherche. Pourquoi laisser tout ça se perdre? Pourquoi ne pas leur donner une utilité, un but? Je leur ai rendu service. Je les ai transformés en quelque chose d'utile, en quelque chose que les gens appréciaient. Vous les avez tués, découpés, vendus. Oui, et alors? Ils étaient seuls, invisibles. Maintenant, ils ont nourri des familles, ils ont donné du plaisir, ils ont eu un impact, plus que ce qu'ils auraient jamais eu de leur vivant. Moreau ferma les yeux. Il voulait frapper cet homme, le rouer de coups jusqu'à ce qu'il supplie. Mais il ne le fit pas, parce qu'il était flic, parce qu'il y avait des règles, parce que la justice devait suivre son cours. Emmenez-le. Et appelez le procureur. On va avoir besoin de renforts. Beaucoup de renforts. Pendant qu'on emmenait Marcel Fournier, menottes au poignet, vers la voiture de police, les habitants du quartier commencèrent à comprendre. Les murmures devinrent des cris, des pleurs, des hurlements d'horreur, parce qu'ils réalisaient tous en même temps. La viande qu'ils avaient achetée, mangée, adorée, ce n'était pas du bœuf, ce n'était pas du porc. C'étaient leurs voisins, leurs amis, leurs connaissances. Madame Pelletier s'effondra dans la rue, vomissant le déjeuner qu'elle venait de prendre. Monsieur Thibault se mit à pleurer comme un enfant. Madame Garnier hurlait, encore et encore, un hurlement primaire qui semblait ne jamais devoir s'arrêter. Les familles sortaient de leurs appartements, se regardant les unes les autres avec une horreur grandissante. Nous avons mangé, nous avons tous mangé. Mon Dieu, qu'est-ce que nous avons fait? Et au milieu du chaos, Thomas Beaumont regardait la scène depuis la fenêtre de son appartement. Il n'avait que 9 ans, mais il venait de comprendre quelque chose que la plupart des adultes mettent toute une vie à comprendre. Parfois, les monstres ne se cachent pas dans l'obscurité. Parfois, ils sourient, ils font des blagues, ils offrent du saucisson gratuit. Parfois, les monstres ressemblent exactement à des gens normaux. Et c'est ça, le plus terrifiant. Les semaines qui suivirent l'arrestation de Marcel Fournier furent un cauchemar éveillé pour Lyon. Les médias s'emparèrent de l'affaire avec une voracité malsaine. Le Boucher de Lyon titrait « Le Progrès » en première page. L'anthropophage de la Croix-Rousse clamait France Soir. Le cannibale commerçant hurlait Paris Match. Les journalistes affluèrent de toute la France, de toute l'Europe, transformant le paisible quartier de la Croix-Rousse en cirque médiatique. Des caméras partout. Des micros tendus vers chaque habitant. Des questions insupportables. Comment vous sentez-vous en sachant que vous avez mangé de la chair humaine? Allez-vous pouvoir un jour remanger de la viande? Comment vivez-vous avec cette culpabilité? Culpabilité. Le mot revenait sans cesse, comme si les habitants étaient coupables, comme si acheter de la viande chez son boucher était un crime, comme si faire confiance était une faute. Beaucoup ne supportèrent pas. Madame Pelletier fit une dépression nerveuse et fut hospitalisée. Monsieur Thibault ferma sa cordonnerie et quitta Lyon sans prévenir personne. La famille Garnier déménagea en pleine nuit, laissant tout derrière elle, incapable de rester une minute de plus dans ce quartier maudit. Ceux qui restèrent durent apprendre à vivre avec le regard des autres, avec les chuchotements, avec les doigts pointés. Ce sont eux, les gens qui ont mangé, les cannibales involontaires. Les victimes qui étaient devenues, malgré elles, complices. La boucherie moderne fut scellée, ses fenêtres condamnées. Mais ça ne suffisait pas, parce que chaque fois qu'on passait devant, on se souvenait. On imaginait ce qui s'était passé dans cette cave. On revoyait les sourires de Marcel, on entendait sa voix. Vous allez adorer, très tendre, fondant. L'enquête progressait méthodiquement. Le docteur Leblanc et son équipe passèrent des semaines à examiner les restes trouvés dans le congélateur, à reconstituer, à identifier. C'était un travail cauchemardesque. Beaucoup de morceaux étaient impossibles à identifier avec certitude. Pas de tête, pas de main complète. Marcel avait été minutieux dans sa destruction. Mais certains indices subsistaient. Une cicatrice d'appendicectomie,
un ancien tatouage décoloré, une fracture mal guérie. Petit à petit, les victimes retrouvèrent leur nom. Sophie Marchand fut identifiée grâce à une vieille fracture du poignet gauche, documentée dans son dossier médical. Alain Roussel, grâce à une broche métallique dans la jambe, souvenir d'un accident de moto 10 ans plus tôt. Éric Fontaine, grâce à son groupe sanguin rare et à une déformation congénitale de l'orteil. Mais il y avait d'autres victimes, des victimes dont personne n'avait signalé la disparition. Des fantômes, des invisibles. Un homme d'une 50aine d'années, probablement sans abri, une femme d'environ 30 ans, possiblement prostituée, un adolescent de 16 ou 17 ans, peut-être fugueur. Au total, le docteur Leblanc confirma 11 victimes, 11 personnes découpées, emballées, vendues, mais ce chiffre était un minimum, parce que tous les morceaux n'étaient pas dans le congélateur. Beaucoup avaient déjà été vendus, consommés, digérés, disparus à jamais. Le vrai nombre de victimes resterait probablement inconnu. 15, 20, 30. Marcel Fournier refusait de parler. Il était resté muet depuis son arrestation, sauf pour ces quelques phrases terrifiantes au commissariat. Même pas un mot pour son avocat. Même pas un regard pour les enquêteurs. Il restait assis dans sa cellule, immobile, les yeux vides, comme si son esprit s'était retiré dans un endroit où personne ne pouvait l'atteindre. Le procès s'ouvrit le 15 octobre 1972 au palais de justice de Lyon. La salle était bondée. Des journalistes du monde entier, des psychiatres, des criminologues, des curieux morbides qui avaient fait la queue toute la nuit pour obtenir une place. Les familles des victimes, celles qui avaient été identifiées du moins, et les habitants de la Croix-Rousse, ceux qui avaient acheté, ceux qui avaient mangé, ceux qui devaient savoir pourquoi. Pourquoi leur boucher souriant était devenu le pire monstre que Lyon ait jamais connu. Marcel Fournier entra dans la salle, encadré par 4 gendarmes. Il portait un costume gris, une chemise blanche, une cravate noire. Ses cheveux étaient soigneusement peignés. Il ressemblait à un comptable, à un professeur, à n'importe qui. C'était peut-être ça le plus terrifiant. Il n'avait pas l'air d'un monstre, il avait l'air d'un homme normal, banal, ordinaire. Le président du tribunal, juge Bertrand, un homme austère d'une 60aine d'années, ouvrit la séance. Marcel Fournier, vous êtes accusé de 11 meurtres avec préméditation, profanation de cadavres et commercialisation frauduleuse de chair humaine. Comment plaidez-vous? Silence. Monsieur Fournier, je vous repose la question. Comment plaidez-vous? Silence. L'avocat de Marcel, maître Durand, un jeune homme visiblement mal à l'aise, se leva. Mon client invoque son droit au silence, votre honneur. Il ne souhaite pas plaider pour le moment. Le procès se poursuivit sans lui. L'accusation déroula méthodiquement les preuves, les témoignages, les expertises. Le procureur, maître Legrand, une femme d'une 50aine d'années au regard d'acier, présenta les faits avec une précision chirurgicale. Les sorties nocturnes, les enlèvements, la cave, le congélateur, les paquets, les victimes, 11 êtres humains, 11 vies. Transformés en marchandises, les témoins défilèrent. L'inspecteur Moreau raconta la découverte. Le docteur Leblanc présenta les résultats de l'autopsie. Et puis Thomas Beaumont monta à la barre. Il avait maintenant 10 ans, plus grand, plus mature. Mais ses yeux gardaient une ombre qui ne partirait jamais. Il raconta ce qu'il avait vu. Le sac qui bougeait, le doigt avec le vernis rouge. La poursuite dans les ruelles. Sa voix ne tremblait pas. Il disait simplement la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Quand il eut terminé, Marcel Fournier le regarda pour la première fois depuis le début du procès. Un regard long, intense, impossible à déchiffrer. Thomas soutint ce regard sans ciller. Puis Marcel sourit, un sourire léger, presque imperceptible, comme pour dire « Bravo petit, tu as gagné ». Thomas descendit de la barre. Il ne souriait pas. Parce qu'il savait qu'il n'y avait pas de gagnants dans cette histoire, seulement des perdants, tous. Les psychiatres vinrent ensuite. Ils avaient examiné Marcel pendant des semaines, testé, analysé, sondé. Leurs conclusions étaient unanimes.
Marcel Fournier n'était pas fou, pas au sens légal du terme. Il comprenait parfaitement la différence entre le bien et le mal. Il savait que ce qu'il faisait était interdit, condamnable, monstrueux. Il avait simplement choisi de le faire quand même, parce qu'il le voulait, parce qu'il le pouvait, parce que ça servait ses intérêts. Cet homme est un psychopathe, expliqua le docteur Reynard, un psychiatre réputé de Paris. Il ne ressent aucune empathie, aucun remords, aucune culpabilité. Pour lui, les autres êtres humains ne sont pas des personnes. Ce sont des objets, des ressources, des choses qu'on peut utiliser selon ses besoins. Il a tué ces gens avec la même indifférence qu'il aurait mise à abattre un cochon, moins même. Parce qu'un cochon, il l'aurait probablement payé. La salle resta silencieuse. Puis quelqu'un se leva. Une femme d'une trentaine d'années, maigre, les yeux rouges, c'était Isabelle Marchand, la cousine de Sophie, la seule famille qu'elle avait encore. Elle pointa Marcel du doigt. « Monstre, monstre sans âme, comment as-tu pu ? Comment as-tu pu faire ça à Sophie ? Elle était gentille, elle ne t'avait rien fait, elle voulait juste vivre sa vie, ouvrir sa boutique, être heureuse. Et toi, tu l'as... Elle ne put terminer. Elle s'effondra en sanglots. On dut la faire sortir, mais ses mots restèrent, suspendus dans l'air, accusateurs, définitifs. Le procureur reprit la parole. « Mesdames et messieurs les jurés, vous venez d'entendre les faits. Vous avez vu les preuves, vous avez entendu les témoins, vous avez écouté les experts. Il n'y a aucun doute possible. Marcel Fournier a tué au minimum 11 personnes, probablement plus. Il les a découpées comme de la viande. Il les a vendues à leurs propres voisins, à leurs amis, à leurs familles. » Elle marqua une pause, laissant le poids de ses mots résonner. C'est un crime qui dépasse l'entendement, un crime qui nous force à nous demander ce que signifie être humain. Parce que Marcel Fournier a franchi une ligne que même les pires criminels hésitent à franchir. Il n'a pas seulement tué, il a déshumanisé. Il a transformé des personnes en produits, des êtres en choses. Et il l'a fait sans remords, sans hésitation, avec méthode, avec efficacité, avec professionnalisme. Elle se tourna vers le jury. « Je ne vais pas vous demander la pitié, parce que Marcel Fournier n'a montré aucune pitié à ses victimes. Je ne vais pas vous demander la clémence, parce qu'il n'a montré aucune clémence à Sophie Marchand quand elle a supplié pour sa vie. À Alain Roussel quand il s'est réveillé dans cette cave, à Éric Fontaine quand il a compris ce qui allait lui arriver. Je vais seulement vous demander justice, justice pour les 11 victimes identifiées. Justice pour celles qui ne le seront jamais. Justice pour un quartier entier traumatisé à jamais. Le procès dura 3 semaines. 3 semaines de témoignages accablants, de preuves irréfutables, de révélations horrifiantes. Marcel Fournier ne dit pas un mot, pas un seul. Son avocat plaida la folie, sans conviction, sachant que c'était perdu d'avance. Le jury délibéra pendant 6 heures. Quand ils revinrent, leur visage disait tout. Coupable. Sur tous les chefs d'accusation. Meurtres avec préméditation, profanation de cadavres, commercialisation frauduleuse et une accusation qu'on avait ajoutée spécialement pour lui, cannibalisme par procuration. La sentence tomba comme un couperet. Perpétuité, réelle, sans possibilité de libération conditionnelle. Marcel Fournier passerait le reste de sa vie en prison. Il mourrait en prison. Quand le juge prononça le verdict, Marcel ne broncha pas. Il se leva calmement, se laissa menotter, commença à quitter la salle. Mais au dernier moment, juste avant de franchir la porte, il se retourna, regarda l'assistance et parla. Pour la première et unique fois durant le procès. Sa voix était calme, posée, presque douce. Vous savez ce qui est drôle? Ils ont tous redemandé, tous. Semaine après semaine. Madame Pelletier venait 2 fois par semaine. Monsieur Thibault achetait 3 kilos à chaque fois. La famille Garnier organisait des dîners avec ma viande. Ils disaient que c'était la meilleure qu'ils aient jamais goûtée. Et vous savez quoi? Ils avaient raison. Parce que c'était la meilleure, la plus tendre, la plus savoureuse, la plus humaine. Il sourit, un sourire qui glaça le sang de toute l'assistance. Alors oui, condamnez-moi, enfermez-moi, jetez la clé, mais n'oubliez jamais une chose,
Vous avez tous mangé, vous avez tous aimé, vous avez tous redemandé. Et quelque part, au fond de vous, dans ce petit coin sombre que vous refusez de regarder, vous vous demandez encore quel goût ça avait vraiment, pourquoi c'était si bon. Et si vous en redemandiez, est-ce que vous aimeriez encore? Le silence qui suivit était assourdissant. Personne ne bougeait, personne ne respirait, puis quelqu'un vomit, puis un autre, puis des cris, des pleurs, le chaos. Les gendarmes traînèrent Marcel hors de la salle pendant qu'il riait. Un rire sec, mécanique, sans joie. Le rire d'un homme qui avait déjà gagné, parce qu'il savait que ces mots resteraient, qu'ils hanteraient, qu'ils rongeraient pour toujours. Marcel Fournier fut transféré à la prison de Baumette, à Marseille, cellule d'isolement, surveillance constante. On craignait qu'il soit lynché par les autres détenus, même en prison, même parmi les meurtriers et les violeurs. Il y avait des lignes à ne pas franchir, et Marcel les avait toutes franchies. Mais bizarrement, il ne fut jamais touché, peut-être parce que les autres détenus avaient peur de lui, pas physiquement. Marcel n'était pas particulièrement imposant, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de vide, de mort, qui disait que cet homme n'était plus tout à fait humain, qu'il était devenu autre chose. Il passa 17 ans à Baumette, 17 ans sans incident, sans plainte, sans problème. Un prisonnier modèle. Il travaillait à la bibliothèque, lisait beaucoup. Des livres de cuisine, principalement. Personne ne comprenait pourquoi les gardiens le laissaient faire. Peut-être parce que c'était plus facile de le laisser tranquille. Peut-être parce qu'ils avaient peur, eux aussi, de ce qu'ils verraient s'ils regardaient trop longtemps dans ses yeux vides. En 1989, Marcel Fournier mourut d'un cancer du pancréas. Il avait 57 ans. Ses derniers mots, rapportés par l'aumônier de la prison, furent simples. « J'ai bien vécu, j'ai fait ce que je voulais. Je ne regrette rien. Pas de remords, pas de repentir. Même face à la mort, même face à l'éternité, Marcel Fournier restait ce qu'il avait toujours été. Un prédateur, un monstre, une anomalie de l'humanité. Il fut enterré dans le carré des indigents du cimetière de Marseille. Pas de pierre tombale, pas de nom, juste un numéro. Les autorités craignaient que sa tombe devienne un lieu de pèlerinage morbide, ou pire, un sanctuaire pour d'autres monstres qui verraient en lui une inspiration. Alors, ils l'effacèrent. Comme s'il pouvait effacer ce qu'il avait fait, comme si l'oubli pouvait guérir les blessures qu'il avait infligées. Mais on ne peut pas effacer Marcel Fournier, parce que son héritage n'était pas dans une tombe. Il était dans les cauchemars, dans les souvenirs, dans les vies brisées qu'il avait laissées derrière lui. La Croix-Rousse ne se remit jamais vraiment. Le quartier changea. Les anciens habitants partirent, un par un, incapables de vivre avec le poids de ce qui s'était passé. De nouveaux arrivèrent, attirés par les loyers devenus ridiculement bas. Mais les rumeurs circulaient, les histoires se transmettaient. Le boucher de Lyon, l'anthropophage, le monstre qui souriait pendant qu'il vendait la mort. La boucherie moderne resta condamnée pendant des années. Personne ne voulait y toucher, comme si le mal qui y avait régné était contagieux, comme si les pierres elles-mêmes étaient maudites. En 1985, la ville décida finalement de la démolir. Une décision controversée. Certains pensaient qu'il fallait la préserver comme mémorial, un rappel de ce qui peut arriver quand on cesse de voir l'humanité dans les autres. D'autres voulaient l'effacer complètement, faire comme si ça n'était jamais arrivé. La démolition gagna. Mais quand les ouvriers commencèrent à casser les murs de la cave, ils trouvèrent quelque chose. Quelque chose que la police avait manqué, des inscriptions, sur les murs blancs, gravés avec un couteau, des noms, des dates. Marcel avait tenu un registre, un inventaire de ses victimes, 15 noms, 15 dates, 15 vies, 4 de plus que ce que la police avait identifié. 4 personnes dont les familles ne sauraient jamais ce qui leur était arrivé. 4 fantômes supplémentaires pour hanter Lyon. Les autorités tentèrent de garder la découverte secrète. Mais dans une ville comme Lyon, les secrets ne restent jamais secrets longtemps. L'information fuit. Les journaux s'en emparèrent. Le cauchemar recommença. Thomas Beaumont avait maintenant 22 ans.
Il étudiait la criminologie à l'université de Paris. Son expérience d'enfant l'avait marqué, évidemment, mais au lieu de le briser, elle l'avait formé. Il voulait comprendre. Comprendre comment un homme pouvait devenir un monstre. Comprendre comment la société pouvait laisser faire. Comprendre comment éviter que ça se reproduise. Quand il apprit la découverte des inscriptions, il retourna à Lyon pour la première fois depuis des années. Il se tint devant les ruines de la boucherie moderne, regardant les ouvriers déblayer les décombres. Et il pensa à cette nuit, 13 ans plus tôt, quand il avait vu le sac qui bougeait, quand il avait compris que les monstres existaient vraiment, quand il avait décidé de parler malgré la peur. Un journaliste le reconnut, s'approcha. « Monsieur Beaumont, je peux vous poser quelques questions ?» Thomas hésita, puis acquiesça. Le journaliste sortit son carnet. « Comment vous sentez-vous en revenant ici ? » « Comment je me sens ?» Thomas regarda les ruines. Triste, en colère. Soulagé aussi, je suppose. Soulagé que ce soit fini. Mais vous savez ce qui me hante le plus. Ce n'est pas ce que j'ai vu cette nuit-là. Ce n'est pas le doigt dans le sac. Ce n'est pas la poursuite. C'est le fait qu'il avait raison. Le journaliste fronça les sourcils. Raison ? À propos de quoi ? Thomas se tourna vers lui. Ses yeux étaient sombres, hantés. Marcel Fournier a dit au procès que tout le monde avait redemandé, que tout le monde avait aimé. Et c'est vrai, ma propre mère achetait chez lui, toutes les semaines. Elle disait que c'était la meilleure viande qu'elle ait jamais goûtée. Et pendant des années après son arrestation, elle ne pouvait plus manger de viande. Elle vomissait rien qu'à l'idée, pas à cause de ce qu'il avait fait, mais à cause du fait qu'elle avait aimé. Il marqua une pause. C'est ça l'héritage de Marcel Fournier, pas les meurtres, pas les corps, mais le doute qu'il a planté dans l'esprit de tous ceux qui ont acheté chez lui. Le doute qui dit peut-être que je suis un monstre aussi, peut-être que j'ai aimé quelque chose que je n'aurais jamais dû aimer. Et ce doute ne part jamais, il reste, il grandit, il pourrit de l'intérieur. Le journaliste prit des notes frénétiquement. Et vous ? Comment avez-vous vécu avec ça ? Thomas sourit tristement. Je suis devenu criminologue. J'étudie les psychopathes. J'essaie de comprendre comment on peut prévenir ce genre de choses. Mais la vérité, c'est que je ne dors toujours pas très bien. Je fais encore des cauchemars. Et parfois, quand je vois un boucher dans la rue, mon cœur se met à battre plus vite. Mon corps se souvient même si mon esprit essaie d'oublier. Les années passèrent. Lyon continua de vivre, de respirer, de grandir. La Croix-Rousse se gentrifie, les artistes s'y installèrent, les cafés branchés remplacèrent les vieilles boucheries, les touristes venaient admirer les traboules et les pentes pavées sans savoir ce qui s'était passé ici, sans savoir que sous leurs pieds, dans ces rues pittoresques, un homme avait chassé sa proie humaine pendant des mois. Mais ceux qui savaient n'oubliaient pas, les survivants, les familles des victimes, les habitants qui avaient vécu cette époque. Ils se réunissaient chaque année, le 1er juin, anniversaire de l'arrestation. Pas pour célébrer, juste pour se souvenir, pour honorer ceux qui étaient morts, pour se rappeler mutuellement qu'ils n'étaient pas seuls avec leur douleur. Madame Beaumont mourut en 1995, à l'âge de 90 ans. Jusqu'à la fin, elle ne mangea plus jamais de viande. Thomas était à son chevet. Dans ses derniers moments de lucidité, elle lui prit la main. « Tu as été courageux, mon fils. Tu as fait ce qu'il fallait. Je suis fier de toi. » Puis, plus doucement, presque comme une confession. « Mais j'aurais dû sentir, j'aurais dû savoir. Cette odeur, cette terrible odeur. Je l'ai sentie la première. J'aurais dû comprendre. Maman, non. Tu ne pouvais pas savoir. Personne ne pouvait savoir si, murmura-t-elle, si on avait regardé, si on avait vraiment regardé, au lieu de trouver des excuses, si on avait posé des questions au lieu d'accepter les réponses faciles. Sophie Marchand serait peut-être encore en vie. Et Alain, et Éric, et tous les autres. Elle ferma les yeux. Thomas lui tint la main jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Et il pleura. Pas seulement pour sa mère, mais pour tous ceux qui portaient le poids d'une culpabilité qu'ils ne méritaient pas. En 2010, un documentaire fut réalisé sur l'affaire Marcel Fournier, le boucher de la Croix-Rousse. Il fut diffusé sur France 2 et provoqua un débat national.
Comment avait-on pu laisser faire? Pourquoi la police n'avait-elle pas agi plus tôt? Qu'est-ce que ça disait de la société française de l'époque? Des questions importantes, des questions nécessaires, mais aussi des questions qui arrivaient 40 ans trop tard pour les victimes. Thomas Beaumont participa au documentaire. Il avait maintenant 47 ans, professeur de criminologie, auteur de plusieurs livres sur les tueurs en série, expert reconnu. Mais quand il parlait de Marcel Fournier, c'était toujours avec cette ombre dans les yeux, cette ombre qui ne partait jamais. Pendant l'interview, le réalisateur lui posa la question que tout le monde voulait poser. Si vous pouviez remonter le temps, que changeriez-vous? Thomas réfléchit longtemps avant de répondre. Je ne sais pas. J'aimerais dire que j'aurais parlé plus tôt, que j'aurais été plus insistant, que j'aurais forcé les adultes à m'écouter dès le premier jour. Mais j'étais un enfant terrifié, et je pense que j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. Non, si je pouvais changer quelque chose, ce ne serait pas moi, ce serait nous, la société, la façon dont nous regardons les gens solitaires, les invisibles, les sans-abri, les marginaux, parce que c'est eux que Marcel Fournier ciblait, c'est eux que personne ne cherchait. Et tant qu'on continuera à ignorer ces gens, tant qu'on continuera à les traiter comme s'ils n'avaient pas d'importance, il y aura d'autres Marcel Fournier. Il regarda directement la caméra. Vous voulez honorer les victimes? Alors, regardez autour de vous. Vraiment, regardez. Cette personne seule dans la rue. Ce voisin qu'on ne voit jamais. Cet employé discret qui ne parle à personne. Voyez-les. Reconnaissez leur humanité. Parce que quand on cesse de voir les gens comme des personnes, quand on les traite comme des fantômes, on ouvre la porte aux monstres. Le documentaire eut un impact profond. Des associations furent créées pour aider les personnes isolées. Des programmes de veille sociale furent mis en place. Des formations pour apprendre à reconnaître les signes de danger. C'était un petit pas, un tout petit pas. Mais c'était quelque chose. En 2022, 50 ans après les crimes, Lyon organisa une cérémonie commémorative. Une plaque fut installée sur l'emplacement de l'ancienne boucherie moderne. À la mémoire de Sophie Marchand, Alain Roussel, Éric Fontaine et de toutes les victimes connues et inconnues de Marcel Fournier. Puissions-nous ne jamais oublier, puissions-nous toujours voir. Thomas Beaumont, maintenant âgé de 59 ans, prononça un discours. Sa voix tremblait légèrement. Il y a 50 ans, j'étais un enfant qui aimait jouer au détective. Je cherchais des mystères partout, et puis j'en ai trouvé un vrai, un terrible. Et ce mystère a changé ma vie pour toujours. Mais ce n'est pas de moi qu'on doit se souvenir aujourd'hui. C'est d'eux, il pointa la plaque, des 15 personnes dont les noms sont gravés ici. Des personnes qui voulaient juste vivre leur vie, qui avaient des rêves, des espoirs, des projets. Il regarda l'assistance. Des centaines de personnes étaient venues. Des jeunes qui n'étaient même pas nés en 1972, des touristes curieux, des habitants du quartier, des étudiants en criminologie, tous venus se souvenir. Sophie Marchand voulait ouvrir une boutique de couture. Elle économisait chaque centime. Elle avait déjà choisi le nom. La petite aiguille, elle ne l'ouvrira jamais. Alain Roussel était divorcé et alcoolique, oui, mais il avait une fille de 8 ans qu'il voyait un week-end sur 2. Cette fille a maintenant 58 ans. Elle ne se souvient presque plus du visage de son père. Éric Fontaine vendait des journaux, mais il écrivait aussi des poèmes, des nouvelles. Il rêvait d'être publié un jour. Ses manuscrits ont été trouvés dans sa mansarde après sa disparition. Ils n'ont jamais été publiés. Sa voix se brisa. C'étaient des personnes réelles, avec des vies réelles. Et elles nous ont été volées, pas par la fatalité, pas par le destin, mais par un homme. Un homme qui a choisi de les voir comme des objets, comme des ressources, comme de la viande. Ne refaisons jamais cette erreur, ne laissons jamais personne devenir invisible à nos yeux, parce que c'est là, dans cette invisibilité, que les monstres chassent. L'assistance applaudit, certains pleuraient, d'autres hochaient la tête gravement, et pour un moment, juste un moment, il sembla que peut-être que quelque chose de bon pourrait sortir de toute cette horreur. Que peut-être les victimes n'étaient pas mortes pour rien,
que leur mémoire pourrait servir à protéger d'autres vies, mais Thomas savait mieux que ça. Il savait que dans une autre ville, dans un autre quartier, il y avait probablement un autre Marcel Fournier. Peut-être pas un boucher, peut-être pas un anthropophage, mais un prédateur quand même, quelqu'un qui voyait les gens comme des objets, qui souriait pendant qu'il planifiait, qui attendait son moment. Parce que les monstres existent, ils ont toujours existé, ils existeront toujours. On ne peut pas les éliminer complètement, mais on peut apprendre à les reconnaître, à les arrêter, à protéger ceux qu'ils ciblent, et c'est tout ce qu'on peut faire vraiment. Rester vigilant, rester humain, ne jamais cesser de voir. Cette nuit-là, Thomas retourna à l'emplacement de la boucherie moderne, seul. Il faisait froid. Le vent soufflait entre les immeubles comme il l'avait fait 50 ans auparavant. Il se tint là, les mains dans les poches, regardant la plaque commémorative briller sous la lumière des lampadaires, et il pensa à ce garçon de 9 ans qui avait eu le courage de parler, qui avait affronté sa peur, qui avait fait ce qu'il fallait même quand c'était terrifiant. Ce garçon était encore là, quelque part en lui, toujours vigilant, toujours regardant, toujours se souvenant. Il leva les yeux vers les fenêtres des immeubles environnants. Des vies se déroulaient derrière ces fenêtres. Des familles qui dînaient, des enfants qui faisaient leurs devoirs, des personnes seules qui regardaient la télévision. Des vies normales, banales, précieuses. Et Thomas Beaumont fit un serment silencieux, le même qu'il avait fait 50 ans auparavant dans ce commissariat poussiéreux. Le même qu'il renouvelait chaque jour depuis. Il continuerait à regarder, à voir, à protéger, parce que quelqu'un devait le faire. Parce que les victimes méritaient d'être honorées non par des plaques et des discours, mais par des actions, par la vigilance, par l'humanité. Le vent souffla plus fort. Thomas frissonna, se détourna, commença à marcher. Mais avant de quitter la rue, il se retourna une dernière fois, regarda l'endroit où la boucherie moderne s'était tenue, l'endroit où tant d'horreurs s'étaient produites, et il murmura dans le vent « Je n'oublierai jamais, aucun de nous n'oubliera jamais ». Puis, il rentra chez lui, vers sa vie, vers sa femme, vers ses enfants, vers la normalité qu'il avait dû se battre si dur pour obtenir. Mais cette nuit-là, comme toutes les nuits depuis 50 ans, Thomas Beaumont fit le même cauchemar. Il avait 9 ans. Il regardait par une fenêtre. Une camionnette arrivait dans la nuit. Un homme en sortait. Un homme qui souriait toujours. Et Thomas se réveillait en sueur, le cœur battant, se rappelant que les monstres sont réels, qu'ils sourient, qu'ils vendent de la viande, qu'ils habitent parmi nous, et qu'on ne doit jamais, jamais cesser de regarder. Fin Lyon, 1972-2022, 15 victimes. 15 vies, 15 raisons de ne jamais oublier. Cette histoire est vraie, les monstres existent. Restez vigilants.